Bonjour, je suis Christophe Cellier, je suis artiste visuel utilisant la photographie. Comme beaucoup de personnes, en tout cas dans ma région, j'ai commencé la photographie à l'âge de 11 ans lorsque j'ai reçu mon premier appareil photo pendant la communion, la première communion. Alors c'était effectivement un souvenir plutôt, étrange, puisque cette Instamatic Kodak m'a accompagné pendant une année, pendant laquelle effectivement j'ai réalisé de nombreux portraits de mes proches, jusqu'à ce que je me rende compte que la photographie pouvait m'apporter d'autres éléments que ces informations familiales. Je suis né en 1968 à Amiens. J'ai pu séjourner pendant plusieurs étés dans un magasin assez étrange, celui de ma tante, qui vendait à la fois des pierres tombales et de la lingerie, ce qui a contribué à nourrir mon imaginaire par rapport à la photographie. Et cette enfance a été partagée entre la Somme et la Normandie, où la mer était très importante, bien entendu, et le rapport à Dieppe, qui est une ville essentielle pour moi. Alors l'imaginaire se construit pendant l'enfance, et les images imaginaires, ces images se construisent autour de différentes thématiques, et notamment celle apportée par Franz Kafka, qui a été l'un des auteurs qui a bercé effectivement cette période. La photographie pour moi n'est pas en fait une fin en soi, c'est un support qui permet de traduire des émotions, des sensations et également des états d'âme. Mon travail, si je peux le qualifier ainsi, à ses débuts était lié à une forme de réparation. J'ai vécu plusieurs traumatismes et ces traumatismes en fait ont trouvé une solution, en tout cas une réparation dans la photographie. J'ai parcouru en fait plusieurs régions, plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Autriche. Et ensuite, je me suis intéressé à une formation qui était celle des arts appliqués à Roubaix, que j'ai effectivement suivie jusqu'à un BTS où la communication visuelle était importante. Ensuite, je n'étais pas satisfait de cette formation, il me fallait compléter par autre chose. Donc je suis allé aux Beaux-Arts de Tourcoing, où j'ai complété effectivement mon travail de photographe par rapport à l'image et à sa signification intrinsèque. Il était important pour moi d'avoir en fait des notions sémantiques et ne pas être uniquement en fait un exécutant, d'où l'importance de développer l'imaginaire. Et c'est comme ça que l'enfance est revenue à moi, cette enfance passée entre la Somme et la Normandie, entre les pierres tombales et la lingerie, qui ont effectivement contribué à développer mon travail. Aux Beaux-Arts de Tourcoing, je me suis intéressé très rapidement à la part occulte de la photographie, et notamment à ce qui était caché, ce qui était indicible et invisible. Dès ses débuts, la photographie a nourri l'imaginaire populaire, comme quoi elle était capable de saisir des éléments que l'œil humain ne pouvait percevoir. Moi, dans mon travail, j'ai inclus rapidement cette notion de spiritisme, de fantastique, sans pour autant être prosélyte, dans la mesure où pour moi, il s'agit plutôt de m'intéresser à la sociologie plus qu'à la croyance. Et dans mon diplôme de fin d'études, j'ai présenté effectivement une installation où il était question de la photographie comme empreinte de l'opérateur, à savoir que l'opérateur influence l'image au même titre que le modèle influence l'image, au même titre que la lumière influence l'image. À ce titre, j'ai fait une expérience avec mes camarades de l'époque, où je leur ai demandé en fait de photographier successivement la même chose, avec le même cadrage et la même lumière. Et étrangement, ce qui s'est révélé, c'est que chaque image était différente. À savoir que même si les conditions étaient rigoureusement identiques pour la prise de vue, c'était toujours le même appareil fixé sur le même trépied. Il en sortait en fait des images complètement singulières, et cette expérience m'a amené à comprendre qu'il était tout à fait possible que l'opérateur puisse influencer la nature de l'image qu'il photographie. Alors que dire des caméras automatiques, des caméras de surveillance?
elles sont conditionnées déjà par le regard du politique qui les commandite, mais aussi de la part de la surface commerciale qui les commandite. Et j'ai réalisé de nombreuses installations à partir de ces dites caméras vidéo. Et c'est à ce moment-là où la photographie et la vidéo, pour moi, sont devenues complémentaires, car la vidéo, c'est comment dire, l'enregistrement du temps dans un continuum très lent, et la photographie, c'est la sélection d'un temps précis qui permet effectivement de saisir, d'extraire en fait un temps du continuum. Donc, dans ces considérations à la fois fantastiques, spirites, sociologiques et politiques, évidemment, parce que l'image est avant tout politique pour moi, c'est ajouté la dimension poétique, et c'est à ce moment-là que mon travail est devenu effectivement un travail spécifique. Dans un travail, dans un parcours, il est important de signaler les rencontres. On ne peut pas réaliser un projet sans avoir en tête des rencontres importantes. Et pour moi, elles ont été multiples. Rapidement, j'ai été, comment dire, intéressé par l'art vidéo et j'ai rencontré l'association Heure Esquisse, qui est un collectif et qui collecte en fait l'art vidéo dans le nord de l'Europe et qui le diffuse également. Par cette structure, j'ai rencontré des artistes vidéo comme Irit Batsri, qui est une artiste israélienne et qui vit à New York. J'ai rencontré également d'autres personnes comme Antonio Muntadas, artiste conceptuel, entre l'Espagne et New York également. Et ces rencontres qui étaient assez exceptionnelles m'ont donné en fait l'envie et le goût de sortir de la région, de sortir du territoire. Donc très rapidement, comment dire, j'ai présenté mon travail à l'étranger et j'y ai trouvé en fait des réponses, non pas en tant que réponse définitive, mais comme association possible avec d'autres projets artistiques. Pour moi, en fait, un projet artistique, c'est un projet qui s'inscrit dans un flux. L'intérêt, c'est pas de faire des images en tant que telles, mais de participer à un mouvement de pensée, de participer à un effort commun et travailler sur l'échange. Donc, parmi les photographes qui m'ont influencé, je pense à Ansel Adams, qui a été l'un des photographes les plus importants pour moi, et aussi un autre photographe qui est un petit peu à la marge et qui s'appelle Ted Serios, et qui lui, en fait, prétendait pouvoir produire des images rien que par la force de sa pensée. Il s'avère qu'effectivement, après quelques années, on s'est rendu compte de la supercherie, mais l'idée même me séduisait sur le fait de pouvoir faire des images sans modèle et sans lumière. Dans, dans les travaux que je réalise, il est clair qu'il faut prendre en compte la notion d'espace. Pour un photographe, le fait de faire des images, c'est d'abord l'action. C'est une pensée en action. Cartier-Bresson parlait de l'instant décisif. Ça peut paraître un lieu commun aujourd'hui, mais il est évident qu'une photographie, c'est une photographie que l'on sait déjà intéressante en soi, elle est construite, elle est simultanée, elle est spontanée. Mais quand on réalise des photographies, on se rend compte qu'il y a un flux d'images ininterrompu. Une vie humaine ne suffirait pas à regarder l'ensemble de la production photographique mondiale depuis son existence. Donc, il est important de penser comment exposer et présenter la photographie. Pour présenter la photographie, il y a plusieurs façons de faire. Soit effectivement, on essaye de mimer la peinture ou la gravure en trouvant des cadres et des sous-verts. Soit effectivement, on prend le parti, comme moi j'ai pu le faire, d'appréhender la photographie comme un flux continu d'images et de les associer en fait à une structure qui s'empare de l'espace de l'exposition. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé une forme géométrique qui se répète et qui s'encastre pour créer en fait des architectoniques. Elle contient des images. Ces images n'ont de sens que par rapport aux autres images. Et pour moi, l'idée, c'est que la photographie ne peut pas se concevoir d'une manière unique, mais multiple. Les techniques que j'emploie sont multiples. Elles vont du collodion humide, employé dès le 19e, jusqu'au procédé numérique. Pour moi, il est important effectivement de garder le lien entre les différentes techniques argentiques, chimiques et digitales. Il n'est pas du tout dans mon tempérament de penser que la photographie a connu un âge d'or et qu'aujourd'hui ce n'est plus que la dégradation d'une technique initiale. Bien au contraire,
on est véritablement sur un renouveau des images et il serait peut-être un petit peu, comment dire, un peu dommage de penser que la photographie ne serait que l'avatar de la peinture ou de l'image reine. Pour moi, l'image maintenant appartient à tout le monde. Et Eastman Kodak l'avait bien, comment dire, anticipé avec sa production de machines à photographier ou de pellicules, puisqu'en fait son usine était davantage tournée vers la production de pellicules afin, comment dire, de développer son principe économique. Mais ce principe économique avait une base très intéressante, c'était le fait de pouvoir rendre démocratique l'usage de la photographie. Beaucoup de professionnels se posent des questions angoissantes sur le devenir des photographes par rapport à la facilité que les personnes ont maintenant pour faire de la photographie. Et quand j'utilise le collodion, qui est une technique très comment dire, contraignante et qui m'oblige en fait à penser l'image avant de la faire, bien avant, cela induit effectivement des temps différents par rapport au numérique qui nous permet effectivement de faire des centaines d'images à la volée. Je crois que le grand public doit et peut avoir accès effectivement aux images. Toujours est-il que, comme les écrivains, les photographes sont confrontés au même problème, à savoir que ce n'est pas la technique qui va, comment dire, les secourir, mais c'est leur propos, à savoir leur engagement par rapport au travail. Et moi, mon engagement, c'est un engagement qui se fait au niveau de la poésie, au niveau de la mémoire de l'enfance, mais aussi par rapport à cette dimension fantastique que j'ai évoquée.